Boa tarde a todos. Agora estão me ouvindo? Agora sim. Ok, vamos começar. Então, boa tarde a todos. Vamos então abrir esta sessão, esta segunda sessão do ciclo de conferências entre Lisboa e a França, sobre as cidades sustentáveis, o futuro agora, com um ponto de interrogação. E então esta sessão é sobre biodiversidade urbana e serviços de ecossistema, e eu queria chamar o professor Guilherme de Oliveira Martins, administrador da Fundação Calouste Gulbenkian. Senhora Embaixadora de França, Madame l'Ambassadeur de France, Senhor Dr. José Sá Fernandes, vereador da Câmara Municipal de Lisboa, minhas senhoras e meus senhores, duas palavras apenas para dizer que a Fundação Calouste Gulbenkian se associa com um grande gosto, honra a esta iniciativa, que, como sabemos, prossegue um debate indispensável relativamente à ideia de cidades sustentáveis. E, em particular, hoje, no tema biodiversidade urbana e serviços de ecossistema. A Fundação Calouste Gulbenkian, que, como sabem, tem 4 objetivos estatutários: a educação, as artes, a ciência e a filantropia, tem 3 objetivos estratégicos definidos para o período em que estamos, que são o conhecimento, a coesão social e a sustentabilidade. Sendo que, para nós, justamente, a ideia de sustentabilidade, a ideia de proteção e salvaguarda do meio ambiente, a preservação da biodiversidade urbana, a noção de serviço público que compreenda os ecossistemas é para nós uma prioridade. E há pouco, conversando com o Sr. Dr. José Sá Fernandes, vereador da Câmara Municipal de Lisboa, dizíamos que certamente que em 2020, momento especialmente importante para falarmos de Lisboa verde, a Fundação Calouste Gulbenkian terá certamente um papel importante, aquele papel que corresponde, no fundo, à coerência relativamente àquilo que temos feito. Há dias, como bem sabem, isso foi noticiado, divulgámos publicamente que saímos do negócio do petróleo. E se vos refiro isso, significa a coerência. Entendemos que tem que haver coerência entre o discurso e a prática. E, nesse sentido, nós consideramos que a sustentabilidade económica, que o desenvolvimento, que a capacidade de criar riqueza obriga a que haja coerência quanto à salvaguarda do meio ambiente e à salvaguarda do desenvolvimento sustentável. Por isso refiro aqui, não a despropósito, mas a propósito, esta ideia de coerência e a ideia de um envolvimento de alma e coração da Fundação Calouste Gulbenkian relativamente à cidade verde, ao país verde, à sociedade sustentável. Madame l'ambassadeur, comme vous savez, c'est pour moi-même et pour l'administration de la Fondation Calouste Gulbenkian un grand honneur et un grand plaisir d'être ensemble dans cette initiative et dans d'autres initiatives, parce que nous préparons déjà la nuit des idées de 2020, exactement pour penser sur ces défis, ces importants défis qui sont présents quand on parle de villes soutenables. L'avenir, ce n'est pas une abstraction. L'avenir doit être construit
avec un travail concret, un travail de tous. Et la mobilisation, c'est pourquoi aussi l'éducation, la formation, les jeunes, la mobilisation des jeunes, c'est à notre avis très très important parce que on aura seulement développement soutenable si nous pouvons avoir nouveaux protagonistes, nouveaux citoyens actifs qui doivent comprendre l'importance de ces défis. Merci beaucoup, Madame. C'est pour nous un grand plaisir de vous avoir ici dans la première initiative officielle, parce que vous êtes toujours, comme bien vous savez, vous êtes toujours chez vous. Merci, merci beaucoup. Bom trabalho a todos e muito obrigado. Merci, Monsieur l'administrateur. J'appelle maintenant l'ambassadrice de France au Portugal, Madame Florence Mangin. Senhor Administrador da Fundação Carlos Gulbenkian, caro Guilherme de Oliveira Martins, Senhor Vereador da Câmara Municipal de Lisboa, caro José Sá Fernandes, chers intervenants, Mesdames et Messieurs, je voudrais d'abord vous dire tout le bonheur que j'ai à être ici, dans cette magnifique maison de la Fondation Gulbenkian. Je suis arrivée il y a 5 semaines au Portugal et effectivement, c'est ma première manifestation collective organisée avec des partenaires qui nous sont très chers. Vous l'avez évoqué, Monsieur l'administrateur, nous faisons beaucoup ensemble, la France et la Fondation, et nous en sommes à chaque fois ravis, heureux. Nous faisons beaucoup comme cette édition aujourd'hui dans le secteur de l'art contemporain, dans le secteur de la recherche scientifique et notre événement clou qui est la Nuit des idées. Et j'espère que l'année prochaine, nous pourrons faire aussi bien que cette année, c'est-à-dire 2500 participants à cette nuit de débat d'idées. Je suis évidemment très reconnaissante également à la Câmara Municipal de Lisboa et à notre partenaire Lisboa Innova pour la co-organisation de cet événement qui nous réunit autour des villes durables. Et je voudrais vous féliciter parce que vous avez choisi ce thème et le résultat des élections européennes le 26 mai a montré à quel point ce thème était important, pertinent, au cœur de l'agenda de nos jeunes, de nos populations et de nos États. Et donc, une grande félicitation pour le côté précurseur dans le choix de cette thématique. Monsieur le maire adjoint, je voudrais évidemment vous féliciter, ainsi que votre équipe, pour la magnifique nomination de Lisbonne, capitale verte européenne 2020, et pour les nombreuses réalisations que vous avez déjà organisées et que vous préparez pour l'année prochaine. L'opportunité d'aujourd'hui est vraiment un moment important de réflexion et de dialogue sur ces enjeux de ville durable et de biodiversité. Je voudrais simplement vous indiquer que la France, en dehors de l'événement d'aujourd'hui, se mobilise beaucoup pour cet enjeu de biodiversité. C'est une priorité pour le gouvernement français. Et il y a exactement un an, le 4 juillet 2018, la France a adopté un plan biodiversité qui permet à l'État, en partenariat avec des acteurs socio-économiques, des ONG, des collectivités territoriales, se mobiliser, et les citoyens, de se mobiliser sur 5 grands enjeux. La préservation des espaces naturels, la protection des écosystèmes et des espèces menacées, la préservation de la mer et du littoral, thème cher au Portugal, la prise en compte du lien entre santé et environnement et la transition de nos modèles de production et de consommation.
C'est donc une feuille de route qui nous guide dans nos activités et nos actions sur le long terme. Nous avons un partenariat en matière de biodiversité avec le Portugal et je voudrais citer un de ces exemples de partenariat que je trouve absolument passionnant et qui aura des développements dans un futur proche assez exemplaire. C'est le projet Biopolis, issu d'un partenariat exceptionnel entre le CIBio, centre de recherche basé à Porto, Lisbonne et Évora, et l'Université de Montpellier, qui a été reconnue par le classement thématique de Shanghai 2018 comme la meilleure université au monde pour la recherche en sciences de l'environnement. Et dans le cadre de ce projet, coordonné par le professeur Nuno Ferrand au Portugal et que j'ai eu l'honneur et le plaisir de rencontrer la semaine dernière à Porto, et le professeur Pierre Bourseau à Montpellier, le centre d'excellence CIBio deviendra un pôle de niveau mondial grâce à cette coopération et grâce à un financement européen tout à fait conséquent que les deux universités viennent de remporter. Et c'est une première, à la fois pour la France et le Portugal. Donc je me réjouis de voir que ce sujet de la biodiversité est important pour nos deux États respectivement, mais est aussi au cœur d'une coopération très innovante et qui va s'étaler sur de nombreuses années. Je remercie beaucoup les intervenants qui vont se succéder à cette tribune et je vous souhaite de très très bons travaux, un dialogue très fécond et j'ai hâte de continuer à vous accompagner dans les deux autres éditions qui auront lieu en septembre et en octobre. Merci beaucoup. Merci Madame l'ambassadrice. Vous évoquiez les deux sessions qui viendront. Donc j'en profite pour vous annoncer ou vous rappeler qu'elles se tiendront le 26 septembre sur la transition énergétique et les mobilités, et que la dernière session qui se tiendra le 29 octobre aura pour thème la planification urbaine et les constructions durables. Donc inscrivez-vous d'ores et déjà sur le site de Lisboa Inova, notre partenaire, ou de l'Institut français du Portugal. J'appelle maintenant le maire adjoint de Lisbonne, Sr. Vereador José Sá Fernandes. Muito boa tarde, Sr. Professor Oliveira Martins, Sra. Embaixadora, a Sra. Vereadora de Estrasburgo, a minha colega, todos caros senhoras e senhores. Vou ser muito breve. Este é um tema absolutamente central nos dias de hoje, a biodiversidade urbana e os serviços de ecossistema. E eu, nesta minha brevíssima intervenção de 3 minutos, gostaria por começar muito atrás. No século XII, nos poucos documentos que existem de Lisboa, houve um cruzado que, ao descrever Lisboa, estava espantado porque no Rio Tejo lhe parecia que havia 2/3 de peixe e 1/3 de água. De facto, parecia que o Tejo fervilhava peixe e que tinha grande biodiversidade. Se formos ver o Tejo hoje, ou há uns anos atrás, era um Tejo sem peixes e com água que não permitia haver biodiversidade. 100.000 casas despejavam as suas coisas para o Tejo. Há cerca de 7, 8 anos, invertemos isto. O rio ainda não tem 2/3 de peixe, mas começa-se a perceber que os peixes estão a voltar para o Tejo. É uma coisa que vai demorar 10, 20 anos, mas é este o caminho que nós devemos fazer em relação a uma das magníficas paisagens da cidade, que é o Rio Tejo. E quando falo no Rio Tejo, porque é um exponente máximo da imagem da cidade, podia falar em todo o resto da cidade. Nós hoje temos uma floresta modelo, que é Monsanto,
que curiosamente começou mal. A primeira árvore a ser plantada em Monsanto foi uma acácia, que é considerada uma espécie invasora e que, portanto, não é boa para a biodiversidade nas florestas. Mas hoje somos talvez a única floresta urbana da Europa certificada por boas práticas. Hoje é uma floresta. Cá está uma boa prática para se perceber a importância da biodiversidade. Nós, nos últimos anos, nos últimos 10 anos, coisa que eu gostava muito de mostrar mesmo em 2020, teremos mais 300 hectares novos de áreas verdes se contarmos nos últimos 10 anos. O que numa cidade pequena e consolidada é muito importante. Também dá mais biodiversidade, mais ecossistemas. Mas isto não são palavras para dizermos, bom, está bem, mais biodiversidade, mais ecossistemas, mas o que é que ganhamos todos com isso? Olha, ganhamos uma coisa, logo à partida, que é sombra. Hoje, cidade de Lisboa, até devido às alterações climáticas, bom, por acaso, esta semana não tem sido exemplo disso, está mais calor no resto da Europa do que em Lisboa, mas o aumento da temperatura, a maneira mais séria de combatermos as ondas de calor é através das árvores, sombra. E por isso, o aumentar a área verde permite-nos isso. Permite-nos isso, dar sombra. Depois, a própria vida que as cidades podem ter, e como exemplos até para o resto do país. Há um poeta, escritor, muito intransigente, que era o Miguel Torga, que escrevia, eu estive agora na terra dele, por isso é que fixei esta frase, ele dizia isto nos seus diários: sou pelos carvalhos e pelos castanheiros, uma floresta de árvores de folha permanente ofende-me. Preciso que a natureza, no inverno, tenha tanto frio como eu. E, de facto, nós sentimos isso no país. Florestas mal organizadas, sem biodiversidade, com menos pássaros, com menos animais, com menos pessoas a passearem, como são os ornamentos de pinhais ou os ornamentos extensivos ou intensivos de eucaliptos. E Lisboa tem que perceber, ou as cidades, se mostrarem que podem ter essa biodiversidade dentro da cidade, essa maneira de olhar para a natureza diferente em todas as estações, mas também diversa, nós percebemos que também podemos melhorar o ordenamento do resto do país. Nós temos 120 espécies de aves em Lisboa, que provavelmente poucos as reconhecerão ou poucas as verão, mas temos. Seja por causa do Rio Tejo, seja por causa de Monsanto, seja por causa da própria cidade. Isso é uma coisa que temos que preservar, que temos que conservar. O último relatório das Nações Unidas é absolutamente dramático em relação à biodiversidade. Eu não sei qual é a percentagem que as Nações Unidas no último relatório prevê, mas são a extinção de milhares de espécies. De milhares de espécies. O que isso pode fazer de mal ao planeta, eu nem quero imaginar. E por isso as cidades também têm que dar este exemplo de aumentar a sua biodiversidade, de aumentar a sua conservação. Temos 120 espécies de aves em Lisboa, aumentámos o território, às vezes com pequenas coisas para aumentar a biodiversidade. Nós neste momento temos 1000 talhões de hortas, cada uma mais ou menos 100 metros quadrados. As pessoas às vezes riem-se, mas isso não é biodiversidade nenhuma, é biodiversidade. Nós depois podemos ver, além das alfaces, dos tomates, podemos ver mandioca, podemos ver coisas que era inimaginável ver em Lisboa, porque são hortas produzidas por várias gentes da cidade de Lisboa, e isso dá mais biodiversidade, quer a nível de plantas, quer a nível de animais, quer a nível de paisagem. E é isso que nós vamos procurar mostrar em 2020. Nós temos aqui um exemplo absolutamente extraordinário neste Jardim da Gulbenkian, idealizado por dois grandes arquitetos, o Viana Barreto e o Gonçalo Ribeiro Teles, que a Fundação Gulbenkian tem aqui preservado de uma maneira extraordinária. Vamos ter aqui, mesmo ao lado, a Praça de Espanha, que se vai unir a este parque.
E estes, como chamava o Gonçalo Ribeiro Teles, estes contínuos naturais são absolutamente essenciais para termos mais biodiversidade, mais ecossistema e preservarmos este tipo de paisagem, podemos assim dizer também. E, portanto, é com grande orgulho que eu estou aqui, falarmos de biodiversidade. Lisboa, julgo eu, que é a única cidade da Europa que tem um plano de biodiversidade aprovado pelos órgãos próprios, precisamente para procurar que haja mais biodiversidade na cidade. E isto só se faz com todos, como disse o professor Oleira Martins. Este tem que ser um projeto, ou tem sido um projeto ao longo dos últimos 10 anos, de grande participação pública. Mas queremos que 2020 seja o expoente máximo dessa participação. Desde os mais pequeninos aos mais adultos, temos que fazer 2020 o grande momento de participação cívica, de participação pública, de participação de reivindicação, porque são esses os mais novos que nos têm que exigir a nós, os mais antigos, que temos que atuar já. O professor disse isso muito bem, isto não é uma coisa do amanhã, isto é uma coisa do agora, e portanto espero que a Capital Verde, com vários parceiros, onde incluímos a Fundação Calouste Gulbenkian e esta parceria com a Embaixada Francesa, que tem sido ótima, possa permitir isso, precisamente transformar a discussão em ações e em exemplos, não só de Lisboa, mas para o resto da Europa e mesmo para o mundo. E, portanto, é com muita satisfação que este é quase um pré-programa de 2020. Muito obrigado a todos e não se esqueçam que contamos com todos, este ano, obviamente, mas em 2020, em grande força, para termos uma capital Lisboa Verde de 2020 de grande exemplo para todos. Muito obrigado. Nous allons donc commencer les sessions de présentation, les conférences. Et donc avant toutefois de le faire, je voudrais quand même remercier de manière toute personnelle nos collègues de la Câmara Municipal de Lisboa, Sofia Cordeiro et Duarte d'Araújo Mata, qui ont organisé avec nous cet événement, et évidemment l'agence Lisboa Innova, Philippe Sacadura et Marta Peixinho, et évidemment mes collègues de l'Institut français du Portugal, Étienne Raison et Carolina Cardoso. Et voilà, maintenant que c'est fait, je passe tout de suite la parole à Marc Barra, qui va nous faire la première conférence. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Marc Barra, donc je suis écologue de métier et je travaille dans l'agence régionale de la biodiversité d'Île-de-France, qui est la région de Paris. Donc je vais vous montrer des exemples exclusivement en français, mais l'idée c'était de partager, de voir ce qui se fait ailleurs. Ce matin, on a vu beaucoup d'exemples innovants en matière de restauration d'écosystèmes. Eh bien, l'idée, c'est aussi là de montrer quels sont les bénéfices que peut nous apporter la nature dans les villes, qu'est-ce qu'on peut en tirer en matière de rafraîchissement, en matière de stockage de carbone, en matière de gestion de l'eau, à travers quelques exemples. Et donc monsieur citait effectivement le déclin de la biodiversité qu'on a vu dans le dernier rapport de l'IPBES. Il faut savoir que très localement aussi, on observe ce déclin. Et je voulais commencer par vous présenter en fait des chiffres qu'on produit dans la région de Paris. Le rôle d'une agence régionale de la biodiversité, c'est de collecter des données et produire des indicateurs. Eh bien, à Paris, comme dans beaucoup de métropoles, on observe un déclin massif de la biodiversité. Je vous ai mis ici deux groupes, les papillons à gauche, qui ont décliné en abondance de 33% en 15 ans. Donc c'est très rapide. Et on a de l'autre côté les oiseaux, qui eux ont décliné en abondance de 22% en 15 ans. Là, on voit vraiment les impacts qu'a la ville, qu'ont les grandes métropoles sur ces espèces d'oiseaux ou de papillons qui sont très communes. Après, ce qui est intéressant, c'est de regarder le détail parmi les espèces. Les papillons sont des très bons indicateurs de la façon dont on gère nos espaces verts. Notamment, si on tombe beaucoup, il y a moins de papillons. Si on utilise des produits phytosanitaires, évidemment, il y a moins de papillons. C'est un bon indice de la gestion écologique. Sur les oiseaux, c'est plus complexe, l'absence de nourriture, l'absence d'habitat.
Et ce qui peut être intéressant, c'est de regarder sur certaines espèces d'oiseaux. Alors en me baladant ce matin, j'ai vu beaucoup d'hirondelles. On en voit de moins en moins à Paris et en région parisienne. Il y a un déclin, sur les 15 ans, on est à un déclin d'à peu près 64% des hirondelles et des martinets. Et là, vous avez la réponse en photo. En fait, une des premières conséquences, c'est le bâti. C'est les bâtiments, la façon dont on fait les bâtiments. On a tendance à faire des bâtiments neufs qui sont tout lisses, tout vitrés, sans plus aucun endroit pour nicher, pour venir se reposer, pour se nourrir, etc. Et directement, en conséquence, on a le déclin de ces populations. Donc il y a une vraie responsabilité au niveau du bâti, notamment par la végétalisation, et on voit que les architectes, les urbanistes font de plus en plus de projets végétalisés, ce qui permettrait d'accueillir aussi ces oiseaux. Donc il faut essayer de diminuer les espaces vitrés. Bon, c'est pas facile quand on veut éclairer aussi de manière naturelle. On a aussi des bonnes nouvelles, et ça se passe dans beaucoup de villes qui ont supprimé les pesticides et qui ont des politiques volontaires en matière de végétalisation. On a observé en 7 ans plus 92% de richesse floristique sur les trottoirs, sur les pieds d'arbres, au bord des bâtiments. Et ça, c'est une super nouvelle qui est un témoin direct de l'arrêt de l'usage des produits phytosanitaires et qui montre aussi, en fait, le message ici, c'est quoi? C'est que la biodiversité, c'est réversible. Si demain, on change nos pratiques et qu'on se met à faire différemment, ben, les espèces reviennent tout de suite dans les villes. Donc c'est un message positif. La question de la biodiversité vue comme une nuisance aussi, c'est un enjeu auquel on est confronté quotidiennement. Parce que là, on est entre nous, vous vous intéressez tous ici à la nature en ville, mais j'ai beaucoup de débats avec des citadins pour qui la nature, ce sont des moustiques, ce sont des rats, ce sont des nuisances, des fientes d'oiseaux, etc., qui vont plutôt dégrader notre quotidien. Et voilà, évidemment, le message, c'est de montrer que, hormis quelques nuisances, dont on peut d'ailleurs se passer par des phénomènes de lutte biologique, hormis les nuisances, il y a tellement de bénéfices à retirer de la nature et qui surpassent ces nuisances-là. Le premier des bénéfices, moi j'ai toujours l'habitude de dire, la nature, ça fonctionne d'abord comme un climatiseur. Ça a été dit en introduction. Le végétal a la capacité de rafraîchir, surtout les arbres. Toutes les études sérieuses sur le potentiel de rafraîchissement par la nature montrent que ce sont les arbres qui sont les plus utiles. Vous le voyez sur ces images thermiques, hein, je trouve qu'elles sont très parlantes. Ici, une étude slovène qui a mesuré des températures avec des drones entre un boisement urbain, là-haut, et puis un quartier bâti, ici. Et vous voyez qu'entre les deux zones, on a un écart de 35 à 50 degrés. Donc on a 15 degrés d'écart entre la partie boisée et la partie bâtie. Ça fonctionne. Ce qui est encore plus intéressant pour moi, c'est cette image du milieu. Ici, on est en banlieue parisienne, sur une gouttière, et c'est un tout petit géranium, vous voyez, qui permet de rafraîchir de 20 degrés d'écart de température avec le bitume. Ce qui veut dire que la moindre petite herbe laissée sur les trottoirs a un pouvoir rafraîchissant. Et donc, ce n'est pas anodin de laisser végétaliser les bords de route, les bords de trottoirs. Et puis, à une échelle intermédiaire, sur le bâti, ici, vous voyez des mêmes images thermiques. Ici, c'est à Chicago, aux États-Unis, sur le toit de la mairie. Entre une toiture végétalisée avec une vraie prairie sur le toit et une toiture bitume, eh bien, on passe de 74 à 151 degrés Fahrenheit, qui fait à peu près 20 degrés. Donc, c'est prouvé, la nature rafraîchit. Alors, rafraîchit surtout par l'ombre, rafraîchit par la différence de couleur de surface, et rafraîchit aussi parce qu'elle transpire, elle évapotranspire. Et pour ça, il faut de l'eau. Mais généralement, l'eau, on n'en a pas quand on en veut. Donc, ça aussi encourage à utiliser des stratégies, comme on a vu ce matin, de récupération d'eau dans des points d'eau qui vont être conservés et potentiellement utilisés pour arroser quand on en a besoin. Et voilà, je vous montre aussi des exemples issus d'un concours des villes de la biodiversité qu'on organise depuis 10 ans. Et sur cette question-là, par exemple à Lyon, mais d'autres villes font ça, essaient d'adopter des stratégies de plantation d'arbres sur les voiries qui sont les plus chaudes. Donc ici, c'est le cours Garibaldi à Lyon, où depuis des années, la ville végétalise et notamment plante des arbres pour essayer de rafraîchir avec de l'ombre et utilise des eaux de pluie récupérées pour arroser et que les plantes transpirent. Et aussi essayer de sélectionner, mais ça vous l'entendrez aussi avec Strasbourg qui fait ça, qui essaie de sélectionner les espèces les plus adaptées au changement climatique pour qu'elles résistent mieux. Il faut pas seulement, quand on parle de biodiversité, il ne faut pas seulement penser au végétal.
mais aussi à ce qu'il y a en dessous. Hein, les paysagistes, les écologues le savent, mais les sols sont très importants. Et cette illustration le montre bien, je trouve, parce qu'on a tendance à oublier les sols, à les voir comme des supports, alors que des sols vivants sont nécessaires. Vous avez ici, ce sont des images qui viennent de Stockholm. Vous avez deux types d'alignements d'arbres. Ces deux alignements d'arbres là sur le côté, où vous voyez des arbres qui sont assez grands, et puis un tout petit alignement d'arbres ici au milieu de la route. Vous voyez ? Et en fait, la petite histoire, c'est que ces arbres-là ont été plantés en même temps, la même semaine. Et pourtant, ils n'ont pas du tout la même croissance. Pourquoi ? Parce que ceux-là bénéficient d'un sol en pleine terre, alors que ceux-là sont dans des petites fosses individuelles où les racines ne peuvent pas s'exprimer. Donc si on veut une végétation abondante dans les villes, il faut avoir aussi des sols pleins et vivants. D'où l'importance de la pleine terre. Donc on voit de plus en plus des choses comme ça, qui sont aussi bénéfiques pour la biodiversité, pour qu'elle puisse se déplacer. La nature comme un climatiseur, mais la nature comme une éponge aussi également, c'est le deuxième rôle. Et ça, on l'a très bien vu ce matin avec la municipalité de Lisbonne. Se servir d'espaces verts, de petits écosystèmes, de micro-écosystèmes pour absorber de l'eau. En France, ça bouge. On a des financements aujourd'hui pour de la création d'espaces verts au titre de la gestion des eaux pluviales. Et tout est bon à prendre, hein, j'ai envie de dire, y compris dans les parkings, avec ces types d'aménagements qui permettent de dépolluer aussi. Deux exemples des villes qui ont participé à notre concours. Rennes, en Bretagne, ici, qui a utilisé ces documents d'urbanisme pour racheter toute cette zone ici, au bord du cours d'eau, qui s'appelle la Vilaine. Et cette zone, il y a eu des destructions de bâtiments anciens, et sert aujourd'hui de zone d'expansion des crues. Donc on est vraiment sur un écosystème qui sert de zone pour gérer les inondations et qui ne vient pas empiéter sur les habitations. Ici, c'est à Sarcelles, en banlieue parisienne. On est là sur une réouverture de rivière, projet que vous connaissez peut-être, mais sous la route ici, il y avait une rivière complètement canalisée, enterrée dans des tuyaux. Elle a été réouverte à plusieurs endroits sur 800 mètres et aujourd'hui même 1,5 km. Et cette rivière-là permet de récupérer les eaux de pluie pendant les orages. Donc encore une illustration de solutions fondées sur la nature. Toujours en Île-de-France, à côté de Paris, dans le département de la Seine-Saint-Denis, ici ils ont décidé de remplacer toutes les anciennes cuves enterrées, canalisées, d'ouvrages de gestion des eaux pluviales. C'est là-dedans qu'il y a les moustiques et qu'il y a les rats, en fait. De les remplacer par des espaces verts à vocation récréative et puis à vocation de réception d'eau. Voilà, donc là encore, montrer que les infrastructures vertes peuvent faire la même chose que les infrastructures grises, mais avec d'autres bénéfices en plus. Et puis, on peut même aller plus loin quand on dit que les solutions fondées sur la nature apportent des bénéfices multiples, c'est vrai. Elles sont aussi moins chères. Et ça, on commence à avoir la preuve de ça. Nous, on a lancé une étude il y a 2 ans pour comparer le coût des infrastructures grises classiques, ici par exemple pour la gestion des eaux pluviales, avec leurs équivalents verts, pour un même volume d'eau à traiter. Et bien ici, vous avez les coûts en investissement et en gestion d'une infrastructure grise, où on est à près de 600 € par mètre cube, par rapport à une infrastructure, on va dire, hybride, qui mélange du gris et du vert, où on est à 230 €, et puis une infrastructure verte, où on n'est plus qu'à 75 € du mètre carré. Donc quasiment 10 fois moins cher. Donc quand on nous dit que l'environnement, ça coûte cher, c'est pas vrai. Ça coûte beaucoup moins cher et ça peut rapporter d'autres services. Et puis il y a aussi entre guillemets les ratés. Mais j'avais envie de mettre ces images-là parce qu'en tant qu'écologue, et beaucoup de paysagistes le savent aussi, il ne suffit pas de faire du vert pour que ce soit de la biodiversité et favorable à la biodiversité. Et c'est vrai que depuis des années, on se bat quand même avec des projets de verdissement des villes, mais qui ne sont pas très fonctionnels ni très durables. Alors je pense aux alignements d'arbres qui utilisent une seule espèce. Évidemment, ce n'est pas de la diversité. Et puis, ce sont des arbres qui ne vont pas tenir face au changement climatique. Donc là, la réponse, c'est toujours la diversité. Beaucoup de projets encore de gazon, de pelouse, mais qui nécessitent énormément d'entretien. Et sans parler de certains murs végétalisés. Alors celui-ci, c'est un mur emblématique, vous le connaissez peut-être, celui du quai Branly à Paris, fait par Patrick Blanc, qui est pour moi magnifique, majestueux, mais que j'appelle plutôt une œuvre d'art,
plus qu'une solution fondée sur la nature. Pourquoi? Parce que derrière, eh bien, il y a 200 litres d'eau par jour. Il y a des ressources qui sont nécessaires pour accrocher tout ça. Et puis, il y a surtout des espèces qui sont renouvelées très souvent parce qu'elles ne sont pas adaptées aux conditions locales. Et donc, derrière cette idée de biodiversité, c'est aussi faire appel à des connaissances naturalistes, des connaissances scientifiques, et pas seulement mettre de la végétation comme ça, sans suite. Voilà quelque chose qui commence à se déployer de plus en plus largement et qui est une très bonne nouvelle à l'échelle des villes, c'est le fait de désimperméabiliser, de retirer du béton là où il ne sert plus à rien. Et alors évidemment, vous le verrez tout à l'heure, mais Strasbourg fait partie des villes modèles en la matière. J'en ai mis une photo ici d'avant-après, je ne sais plus à quel endroit exactement c'est, mais de désimperméabilisation d'un espace qui était du bitume et qui est devenu un espace vert. Il y a un potentiel énorme dans les villes. D'autres photos ici, plutôt à l'étranger, là c'est à Londres, un quartier qui était régulièrement inondé lors des orages, et les habitants ont retiré les plaques de béton et ont réalisé ces noues végétalisées qui permettent de récupérer les eaux de pluie. Aux États-Unis, il y a un mouvement qui s'appelle Depave, littéralement dépavé, qui a pris de l'ampleur, notamment dans les anciens parkings, les anciennes surfaces commerciales où il y avait trop de béton, et qui le retirent et puis construisent des jardins partagés derrière. Donc voilà, moi j'invite, on va essayer l'année prochaine dans la région de Paris de cartographier tous ces espaces à désimperméabiliser pour mesurer combien on a de surface et essayer de le faire concrètement. L'agriculture urbaine, on en a parlé, donc je ne m'étends pas, mais évidemment c'est de la biodiversité aussi, l'agriculture urbaine. Quand elle n'est pas dans des serres ou en hydroponie, en aquaponie, que sais-je, qui est plus de technologie en fait que de la nature. On essaie de recenser tous ces jardins en Île-de-France. Et puis enfin, peut-être que une des améliorations, un des domaines qui reste le plus à améliorer, c'est la prise en compte de la nature dans le bâti. Voilà, il y a de plus en plus de projets. Je crois qu'ici, le bâtiment est végétalisé, il y a une toiture végétalisée. Et on essaie de pousser les architectes à pas seulement se limiter aux questions d'énergie. Voilà, moi, je suis très frustré quand je vois que tous les labels en matière de développement durable sur le bâti ne parlent que d'énergie. On se retrouve dans des bâtiments hyper isolés qui sont des bunkers. On ne peut plus ouvrir une seule vitre. Mais il n'y a plus de nature là-dedans. Donc voilà, on peut essayer de faire les deux et d'intégrer la dimension vivante. Ici, c'est un des bâtiments que je cite tout le temps, qui est pour moi un des meilleurs exemples de bâtiments nature. C'est en banlieue parisienne. C'est une école, l'école des Boutours. Et vous voyez, donc toute la toiture est végétalisée avec une profondeur de 25 cm. C'est pourtant un bâtiment en bois, donc c'est faisable, pas besoin d'avoir des structures trop lourdes. Et puis une partie de cette végétalisation est comestible pour les enfants, alors qu'ils n'ont pas droit de manger. Réglementation sanitaire, allez comprendre pourquoi, ils n'ont pas le droit. Ils font quand même. Et une partie qui est laissée en évolution naturelle. Voilà. Et puis par ailleurs, c'est un bâtiment qui est construit totalement en matériaux biosourcés, issus de l'agriculture. Donc il y a de la paille, du bois, du chanvre et du lin, et quasiment pas de béton, sauf les espaces de circulation pour les camions des pompiers. Voilà, et puis je finirai là-dessus. Si on parle de toiture végétalisée, effectivement, ça peut être très utile. On est en train de faire une étude pour mesurer ce que ça apporte vraiment. Et alors il y a beaucoup de toits végétalisés qui ressemblent plutôt à de la moquette verte et qui ne sont pas très utiles. Mais ceux qui ressemblent à ça, en fait, rendent pas mal de services. Donc on est allé mesurer les espèces, la biodiversité, etc. Et aussi la rétention d'eau. Et alors comme les ouvrages de gestion des eaux pluviales qu'on a à l'extérieur, et bien sur les toits, vous avez ici 36 toits en région parisienne. Et on a mesuré la capacité de stockage d'eau par ces toitures. Et celle qu'il y avait précédemment en photo, c'est celle-ci, ici. On est à peu près 125 litres d'eau retenue par mètre carré, ce qui est énorme. En fait, la barre bleue que vous voyez ici, c'est ce qu'on considère comme étant une pluie intensive en région parisienne, mais même en France. Et donc, ce toit-là, quand il est sec, il peut encaisser l'équivalent, enfin beaucoup plus que l'équivalent d'une pluie intensive orageuse.
Voilà, donc il y a des surfaces aussi qui existent sur les bâtiments et il ne faut pas les négliger. Je vais m'arrêter ici parce que je pense que le temps est largement écoulé. Merci. Merci beaucoup. Je vais tout de suite passer la parole à la prochaine intervenante et nous ferons une série de questions et réponses après. Donc, Monsieur Barra, vous pourrez revenir et il y aura ensuite une série de questions-réponses avec vous deux. Donc voilà, je passe la parole à Madame Christelle Koller, maire adjointe de Strasbourg. En attendant, un grand merci à l'Institut français pour cette invitation de Strasbourg, pour vous dire à quel point je suis estomaquée par les réalisations de Lisbonne. Nous avons fait un certain nombre de visites ce matin et je dois dire que je suis très impressionnée. C'est la seconde fois que je viens à Lisbonne pour découvrir ces réalisations autour des performances écosystémiques rendues par la nature. Et voilà, c'est très inspirant. Et Strasbourg a été shortlistée pour être capitale verte européenne 2021. Malheureusement, nous avons été finalistes, mais nous n'avons pas été retenus. C'est Lahti, une petite ville de Finlande, qui a remporté le prix. Mais nous gardons espoir parce que c'est vrai que nous essayons vraiment d'être proactifs par rapport à ces enjeux liés à la présence du végétal en milieu urbain. Donc Strasbourg, voilà, c'est une ville à la frontière allemande, avec une trame verte et une trame bleue très importante. Donc vous voyez sa situation géographique au nord-est de la France, avec un tiers de patrimoine naturel, un tiers de patrimoine agricole et un tiers de patrimoine urbain. Nous avions un fort besoin de logements et nous avons beaucoup construit. L'idée, c'était de construire la ville sur la ville pour éviter l'étalement urbain et donc les déplacements pendulaires par rapport à des enjeux très importants de pollution atmosphérique et de réchauffement climatique. Aujourd'hui, notre réflexion, elle est essentiellement tournée vers la protection du patrimoine naturel, la conservation du patrimoine naturel et puis la restauration finalement du patrimoine naturel qui a été au fil du temps empiété, abîmé. Strasbourg est une ville qui, par tradition, est profondément axée sur l'aspect nourricier. D'ailleurs, ma délégation d'adjointe au maire est intitulée ainsi. Je suis adjointe au maire en charge de la ville en nature et de la ville nourricière. Donc, traditionnellement, Strasbourg accueille de nombreux jardins. Nous avons même un parc social, c'est-à-dire de logements liés aux plus démunis, qui, dès le début du XXe siècle, permettait à tout un chacun de pouvoir jardiner. Donc c'était un logement, un jardin, dans une vision et une approche très hygiéniste, on va dire, de l'époque. Aujourd'hui, à Strasbourg, c'est 4800 parcelles de jardins familiaux que la ville, donc des jardins ouvriers qu'on a requalifiés en jardins familiaux, que la ville loue aux Strasbourgeois qui le souhaitent pour un coût compris entre 45 € par an à 150 € par an. C'est plus cher qu'à Lisbonne. Je sais qu'à Lisbonne, c'est 8 € pour louer un jardin, mais ce sont de grosses parcelles. Et puis, voilà, on propose un certain nombre de services, et notamment on met à disposition des petites cabanes aménagées pour ceux qui le souhaitent. Donc 4800 parcelles de jardins familiaux et 1000 personnes en liste d'attente pour obtenir une parcelle de jardin familial. Donc vous voyez les enjeux aussi que nous avons en termes de création de nouvelles parcelles de jardins familiaux. Alors ces dernières années, nous avons surtout orienté les créations de nouvelles parcelles vers des jardins dits collectifs, partagés, c'est-à-dire qu'on est vers un mode de jardinage où on n'est pas sur des parcelles individuelles, mais sur des parcelles collectives, afin de promouvoir aussi un peu plus de liens sociaux et moins de privatisation de l'espace public. Nous sommes à Strasbourg, on va dire en France, assez précurseurs sur la question des produits phytosanitaires avec, depuis 2008 déjà,
un abandon complet de l'utilisation de ces produits dans la gestion de nos parcelles publiques. Donc, depuis 2008, c'est à la fois les parcs publics, l'ensemble des espaces publics, mais aussi les cimetières et les terrains de sport, donc y compris les terrains de football, qui sont entretenus sans produits phytosanitaires. Donc je ne vais pas vous dire que c'est simple, hein, ça a été très compliqué au départ, ça a nécessité énormément de formation pour nos jardiniers. Aujourd'hui encore, il faut communiquer régulièrement parce que notamment sur les pratiques sportives, on a tendance à vouloir des terrains très très verts, très bien entretenus, et la gestion différenciée et sans pesticides nécessite aussi un changement de regard sur la nature. Donc on passe d'un regard où on dit c'est une herbe folle à un regard où on va dire bah, c'est une herbe et c'est de la biodiversité. Donc tout ça nécessite beaucoup de formation. Nous avons utilisé énormément ce petit nain de jardin pour communiquer vis-à-vis de nos citoyens. Donc je ne reviendrai pas sur les prix qui ont été les nôtres parce que voilà, il ne faut pas s'auto-glorifier, mais c'est vrai qu'on a remporté pas mal de prix à l'échelle nationale autour de ces questions de biodiversité, notamment le prix de capitale française de la biodiversité. Mais aujourd'hui, voilà, nous avons des prétentions plus européennes dans la droite lignée de Lisbonne. Donc nous avons opéré en 2014 un recensement complet des données naturalistes que nous avions à l'échelle de la ville et de l'agglomération, parce qu'il nous paraissait important de suivre l'évolution de la biodiversité. Donc il nous fallait des données les plus nombreuses possibles sur les questions de biodiversité en termes de flore, de faune et de fonge. Et donc nous avons effectivement une biodiversité importante, mais aussi de gros enjeux en termes de préservation. Quelques espèces remarquables, comme notamment le faucon pèlerin ou le crapaud vert, qui sont des espèces emblématiques. Et puis aussi de nombreuses chauves-souris et le grand hamster qui a valu à la France une condamnation à l'échelle européenne parce que son habitat était menacé en Alsace. Donc nous sommes profondément assujettis et obligés par rapport à ces questions de protection de toutes ces espèces qui sont aujourd'hui recensées dans un inventaire un peu, non pas complet, parce qu'on n'a jamais un inventaire complet des données naturalistes, mais celui-ci est somme toute assez important. Beaucoup de communication autour du retour de cette faune en milieu urbain, parce qu'effectivement, on a le renard qui n'est pas une espèce protégée en Alsace, malheureusement. C'est une espèce dite nuisible, qui est donc chassable, mais nous avons de nombreux renards à Strasbourg, et moi, j'en suis très contente. Une matérialisation dans notre document d'urbanisme, le plan local d'urbanisme, de la trame verte et bleue. Pas encore de la trame noire, c'est un des projets. Hein. J'aimerais que nous puissions matérialiser la trame noire. On a signé une charte importante pour la protection du ciel et de la nuit. Donc on a cette année notamment décidé d'éteindre l'ensemble de nos grands parcs publics la nuit à partir de 22h pour protéger la faune et la flore par rapport à la pollution lumineuse. L'idée aujourd'hui, c'est de travailler beaucoup plus finement cette trame verte et bleue dans le cadre de ce qu'on appelle, nous, à Strasbourg, un tissu naturel urbain. C'est-à-dire qu'on veut travailler sur une maille plus fine et réussir, via un symbole qui est le petit écureuil, à travailler des continuités vertes et bleues entre les grands parcs de la ville. Donc j'y reviendrai plus tard parce que c'est important en termes de démarche de déminéralisation et de participation citoyenne. De nombreux espaces verts à Strasbourg aussi, pas aussi riches qu'à Lisbonne naturellement parce que la ville est plus petite, mais en moyenne, nous nous sommes astreints depuis 2008, c'est le seul chiffre que j'ai en tête, à créer environ 7 hectares d'espaces verts supplémentaires à disposition du public chaque année. En gros, c'est 117 mètres carrés d'espace vert par habitant à Strasbourg, 66 000 arbres sur l'espace public, une gestion différenciée comme à Lisbonne, hein, c'est-à-dire que là où nous avons effectivement un usage très ornemental, on va dire, du parc, on va intervenir souvent pour entretenir les espaces, mais à mesure qu'on
qu'on sort de l'hypercentre strasbourgeois. Là, on va vers une gestion beaucoup plus sauvage et moins récurrente des espaces publics. Donc voilà une image d'un parc. C'était une ancienne friche, ce parc-là. Nous avons bâti, vous voyez les bâtiments à gauche. Et en même temps que nous bâtissions, on a construit ce beau parc qui constitue à la fois un espace d'accès à l'eau, sur lequel il y a de nombreuses activités sportives, notamment de pratique du kayak, et puis des espaces végétaux intéressants. Alors, il se trouve qu'à Strasbourg, on a aussi des massifs boisés, à peine 5 ou 6 km de l'hypercentre de Strasbourg. Nous avons d'anciennes forêts alluviales rhénanes qui constituent vraiment des joyaux. Ce sont des forêts qui étaient aussi riches que la forêt amazonienne. Vous voyez au-dessus, ah oui, c'est de laser, parfait. Ici, cette représentation cartographique représente ce massif forestier qui est au nord de Strasbourg, avant la canalisation du Rhin. On voit à mesure que des travaux de canalisation du Rhin, la réduction finalement de l'immersion aquifère, on va dire, de cette forêt. C'était une forêt qui était de manière régulière, quand le Rhin débordait, inondée de manière naturelle. Avec la canalisation, les inondations n'ont plus eu lieu, et donc il y a eu à mesure un appauvrissement de cette forêt. Et donc nous avons décidé de prendre les choses en main, parce que voilà, c'est des forêts alluviales de ce type-là, il y en a peu encore en Europe. Et donc nous avons fait classer cette réserve, là, enfin, cette île du Rorschollen, et un autre massif forestier qui est le massif de la forêt de Neufville-Kirch. Là aussi, on voit bien en 1838 l'ampleur de ce massif forestier et ce qu'il en reste aujourd'hui après la canalisation du Rhin et puis l'urbanisation et notamment l'installation d'industries aux abords. Il en reste peu et donc on a pris cette décision importante de faire classer ces massifs forestiers avec le dispositif le plus protecteur qui existe en France, c'est le dispositif de réserve naturelle de France. Et donc aujourd'hui, elles sont sanctuarisées, nous permettent d'avoir aussi des financements pour pouvoir mettre en place des opérations de renaturation. Et notamment, on a dans le cadre d'un programme européen, pu mettre en place une prise d'eau sur le Rhin, donc le fleuve, et qu'on ouvre régulièrement quand le débit du Rhin le permet, pour pouvoir réinonder de manière artificielle ces forêts. Et donc nous suivons l'évolution de la biodiversité, et on voit déjà qu'après 2 années d'inondation artificielle, il y a une biodiversité qui commence à évoluer et à s'enrichir. Donc, je vais essayer d'aller plus vite parce que sinon je ne vais pas laisser place aux questions. Donc on a effectivement aussi construit un plan nature, un plan biodiversité que nous avons concerté avec les habitants dans le cadre d'ateliers de projet et aussi avec les nombreux acteurs associatifs. Nous avons aussi essayé d'inclure le plus possible les acteurs économiques dans cette démarche, avec une charte Tous unis pour plus de biodiversité. Nous avons aujourd'hui plus de 100 signataires, entreprises, communes, associations, qui s'engagent dans le cadre d'au moins 6 actions favorables à la biodiversité. Ça va être par exemple une entreprise de s'engager à planter une prairie mellifère aux abords de son bâtiment, ou mettre des hôtels à insectes, voilà, tout le panel des mesures qu'on peut connaître. Et c'est intéressant vraiment parce que nous avons de grandes entreprises signataires. Donc une mobilisation, vous voyez, de l'ensemble du tissu économique strasbourgeois. Il y a encore beaucoup de signataires à aller chercher, mais c'est un bon début. Et puis une démarche, voilà, c'est la démarche peut-être dont je suis la plus fière, c'est Strasbourg ça pousse. Strasbourg ça pousse, c'est quoi? C'est un site internet où tout un chacun, n'importe quel citoyen, peut géolocaliser un espace et dire simplement, voilà, moi je voudrais déminéraliser mon pied d'immeuble, il y a un arbre devant chez moi, j'aimerais m'en occuper, planter des fleurs au pied de l'arbre, j'aimerais aussi planter un grimpant le long de ma maison, voire créer un jardin partagé, m'occuper d'un trottoir.
Et donc l'enjeu, c'est d'associer les citoyens parce que voilà, nous sommes aussi contraints financièrement et nos jardiniers sont déjà très occupés avec les 7 hectares d'espace vert supplémentaires créés chaque année. Donc pour créer ce tissu naturel urbain et donc déminéraliser l'espace public, nous avons besoin des citoyens. Et donc on a créé ce site. Il est en fonction depuis un peu plus de 2 ans. Et aujourd'hui, voyez ce que ça donne. Ça donne des réalisations très diverses. Des personnes qui s'occupent de pieds d'arbres, qui plantent au pied des arbres. C'est des trottoirs qui retrouvent quelque chose de beaucoup plus naturel et de plus plaisant, avec aussi des façades qui se végétalisent. Donc naturellement, la faisabilité était examinée par la collectivité et nous aidons à la mise en œuvre, c'est-à-dire que c'est la collectivité qui crée la fosse, hein, qui enlève le béton et qui crée la fosse. Mais après, ce sont les citoyens qui végétalisent, avec nos conseils bien sûr, puisqu'on essaie de promouvoir du local. Et donc voilà, aujourd'hui, c'est après 2 ans d'activité, plus de 300 mètres carrés d'espace végétalisé, 140 projets déposés, 40 projets acceptés. J'ai encore avant-hier validé 20 projets avec l'ensemble de la commission qui s'en occupe. Et puis après, voilà, c'est des ateliers participatifs aussi autour de supports divers et variés pour accueillir ce type de végétalisation. Pour finir, dire qu'on est aussi très engagé avec les associations sur la protection des chauves-souris, avec une charte autour de la protection des chiroptères. Il se trouve qu'on avait coupé un arbre il y a quelques années et que cet arbre accueillait une des plus grosses colonies de chauves-souris, de chiroptères à l'échelle européenne. Donc depuis, nous avons pris les choses en main et nous sommes beaucoup plus proactifs dans la gestion de la protection des chiroptères. Et puis enfin, sur l'enjeu lié aux îlots de chaleur, tout y contribue naturellement dans ce que j'ai exposé avant, mais vous dire qu'effectivement on est sur le même constat que ici, entre, vous voyez là, ce sont les grands parcs de la ville qui sont représentés, on visualise des 25-22 degrés en période de canicule, quand dans le hypercentre minéral on est à 5 degrés supplémentaires, pardon. Et donc, il y a un rôle de l'arbre en ville qui est primordial sur la lutte contre les îlots de chaleur. Et pour finir, je voulais vous dire, pour la petite anecdote, que notre département arbre teste des espèces plus résistantes par rapport au réchauffement climatique, parce qu'à Strasbourg, on sait que à l'horizon 2030-2050, nous aurons un climat qui ressemble à celui de Marseille, donc celui du sud de la France, donc pratiquement celui de Lisbonne. Et donc notre département arbre, nos agents testent des arbres qu'on trouve à Lisbonne. Et donc on risque de se retrouver avec une biodiversité très proche de la vôtre à l'avenir. Je vous remercie et vous dire aussi que simplement, ne les oublions pas, plus de biodiversité en milieu urbain, c'est aussi des questions de cohabitation entre l'homme et l'animal. Et donc là, nous avons cette petite espèce exotique, qui vient d'Amérique du Sud, qui a été importée dans les années 50, qui s'appelle le ragondin, qui nous pose des problèmes en termes de qualité de l'eau, parce que nous aimerions pouvoir nous baigner dans l'Ill, la rivière qui traverse Strasbourg, parce qu'on aura besoin de se rafraîchir à l'avenir. Malheureusement, le ragondin étant de la famille des rongeurs, véhicule une maladie via son urine. Et donc, une petite cartographie du ragondin pour essayer de voir dans quelle mesure nous pourrions cantonner sa présence dans certains endroits de la ville pour pouvoir retrouver ces baignades urbaines qui existaient par le passé à Strasbourg. Je pense que c'est tout. Je vous remercie énormément de votre attention et n'hésitez pas à venir à Strasbourg visiter notre belle cathédrale. Merci beaucoup. Vous pouvez rester, Madame Colère, du côté des fauteuils. J'appelle moi aussi Marc Barra pour la session de questions-réponses avec les micros. Et avant, si vous le permettez, je vais juste prendre une petite photo pour qu'on communique sur le fait qu'on a une belle salle pleine aujourd'hui avec vous. Souriez. As perguntas estão abertas e vamos passar microfone. Etienne, eventualmente, se você puder passar o microfone.
Então, como a primeira pergunta sempre é mais difícil de fazer, podemos passar diretamente para a segunda. Eu adoro essa piada, sempre faço. Posso falar em francês ou não? Tanto faz. Tem interpretação. Non, je vais parler en français, c'est plus simple puisque ça s'adresse à vous. Une toute petite question. Est-ce que vous avez été tenté, ou est-ce que la ville de Strasbourg ou même la ville de Paris a été tentée par la création justement des fameux terrains de sport qui ne nécessitent pas de pesticides parce qu'ils sont en turf, alors très pratique pour les sportifs. Mais j'ai constaté ici à Lisbonne des nouvelles créations dont tout le monde est fier, mais c'est au milieu de Monsanto. Et voilà, je voulais savoir quel était l'apport de biodiversité. C'est ma grande bataille, parce qu'effectivement, quand on est adjoint au maire en charge de la nature, nous avons aussi face à nous des adjoints au maire en charge des sports, des adjoints au maire en charge d'autres thématiques qui ne sont pas, dont la priorité est différente. Et donc effectivement, à Strasbourg, il y a eu installation de terrains de sport synthétiques. Et donc je me mets en colère. Et aujourd'hui, j'essaie d'imposer à chaque fois une compensation. C'est-à-dire que, OK, il y a un terrain de sport synthétique, ça représente un îlot de chaleur, outre les questions d'émanations diverses et variées qui ont fait débat. Ce sont des îlots de chaleur. Eh bien, vous compensez, vous plantez autant d'arbres aux abords du terrain, ou alors on déminéralise un espace de la même surface, puisqu'on ne peut pas... mais c'est vrai que c'est compliqué, la gestion des terrains de foot, et ça demande peut-être une évolution en termes de pratiques sportives aussi. Mais nous ne sommes pas prêts à Strasbourg à accepter de faire du foot sur des terrains de sport en terre ou mal entretenus. Donc c'est un vrai enjeu pour l'avenir. Peut-être pour compléter un peu, il existe quelques techniques qui permettent de se passer de pesticides. Donc il faut relever un peu le niveau de tonte, plus tondre à 1 ou 2 cm, mais à 3 ou 4. Alors il faut l'accepter quand on joue au football, c'est pas évident. Il y a aussi des techniques d'aération du sol qui permettent que les champignons se développent moins. Voilà. Bon, après, un terrain de sport, ça reste un peu le degré zéro de la biodiversité. Hein. Vous allez faire un inventaire sur un terrain de foot, bon, on croise pas grand-chose. C'est pour la chaleur. Autre question? Oui, boa tarde. Eu ouvi com atenção as apresentações. Houve uma coisa que me impressionou imenso, que foi o facto de se poder e se ter feito, abrir o botão, enfim, o asfalto, o pavimento e fazer canteiros e colocar plantas. Ótimo, extraordinário. Nós em Portugal, e perto de Lisboa, e não sei se em Lisboa, mas isto é o problema inverso, que é termos uma superfície de terreno natural, que deixou de ser utilizada, mas que tinha prado, que tinha uma biodiversidade extremamente diversa, em que pessoas apareciam regularmente a colher ervas aromáticas espontâneas. Pois bem, qual foi a evolução disto? Estamos nos anos 80. A evolução foi a seguinte: aterro para cima daquele terreno, tempo decorrido, acácias, outras infestantes, e passado mais uma década ou duas, toca de fazer um parque urbano. Muito bem. Mas as ervas espontâneas e aromáticas que aí nasceram, ninguém mais quis saber delas. Essa biodiversidade podia ter sido uma oportunidade para quem decide do ponto de vista técnico ou político, podia ter sido uma grande oportunidade para ter uma biodiversidade muito maior do que apenas uma meia dúzia de espécies arbustivas, uma meia dúzia de espécies arbóreas, uns candeeiros e uma inauguração.
e não era nada caro tentar voltar às espécies que já lá estavam e que tinha sido a evolução de um ecossistema. Ok. Tenho dito. Obrigado. Não sei se alguém quer responder a isso. Não? Então fica o comentário. Obrigado. Outra pergunta? Peço desculpa. Bonjour. À Lisbonne, on voit parfois des espaces verts qui sont des friches, elles sont privées ou peut-être même des espaces publics appartenant à la mairie. Mais souvent, il y a un grillage, on ne peut pas vraiment en profiter ou en faire quoi que ce soit. Il y a un peu des herbes qui poussent, ce qui est bien, une espèce de biodiversité qui se met en place spontanément. Mais par exemple, à côté de chez moi, il y a un grand terrain comme ça appartient à des privés. Ça fait plus de 15 ans qu'il est juste vide et entouré par un grillage. Alors je me demande, est-ce que vous connaissez des cas où vous avez mis en tant que mairie en place des règles pour permettre l'accès à des espaces qui sont comme ça en attendant un développement ou une espèce de destin qui voilà, sont là et auraient pu être utilisés par les habitants de la ville. Je n'ai pas d'exemple précis, mais c'est toute la question des espaces en transition aussi. Hein. Alors, sur l'espace public, c'est plus facile pour une collectivité, pour une commune d'intervenir. Et là, nous l'avons fait, par exemple, sur un espace à urbaniser, hein, qui est classé comme tel dans le document d'urbanisme. Nous avons autorisé des habitants à y installer un jardin partagé. Mais c'est sur l'espace public. Sur l'espace privé, je n'ai pas d'exemple à vous donner. C'est une vraie question, mais nous, on est déjà dans une densité importante à Strasbourg. On a moins d'espace comme ça, de terrain vague, non investi par quelque chose. Donc, par contre, je ne sais pas, il y a peut-être des exemples parisiens. J'ai pas beaucoup d'exemples. Enfin, moi, j'habite dans le département où il y a le plus de friches en région parisienne, qui est la Seine-Saint-Denis. Et ils ont vraiment beaucoup d'actions liées aux friches, mais alors ce sont aussi des friches publiques pour la plupart du temps, enfin qui sont sur du foncier public. Alors il y a un cas près de Montreuil d'ouverture de friches qui était grillagée aussi, avec du coup un parcours pédagogique qui a été créé avec des panneaux qui indiquent les plantes qu'on trouve, avec un cheminement fait pour les piétons, pour amener à la découverte de la friche. Parce que pour les botanistes, c'est quand même là qu'on trouve les espèces les plus intéressantes en matière de biodiversité. La friche, c'est un réservoir de biodiversité, pour que un réservoir d'espèces sauvages. Voilà. Donc il y a eu ce cas-là. Après, il y a aussi il y a beaucoup en France de friches qui se sont transformées en jardins potagers. Et c'est un moyen aussi peut-être de faire en sorte qu'ils soient occupés et qu'il y ait un usage associé à ces friches-là. Voilà. Pour les privés, j'ai pas d'exemple. Tinha uma outra pergunta aqui. Boa tarde. Eu sei que há muitos projetos sobre ecossistemas e há vários problemas que acho que são fáceis de resolver com vários projetos. E acho que devíamos proteger em cidades e campos, aldeias, com os projetos que vocês apresentaram. E acho que o governo também devia investir e ajudar em diversos sítios o ambiente, que não devia ser afetado. Obrigado pelo comentário. Não sei se concordam. Vous êtes d'accord? Ok. Mais uma pergunta. Obrigado pelo comentário. Boa tarde. Uma das medidas que referiram ter adotado foi, portanto, a redução da iluminação nos parques à noite. E a minha pergunta é se não houve dúvidas da população face à diminuição da segurança desses espaços por estarem sem iluminação pública. Obrigada.
Je vais vous répondre. J'ai rien entendu, ça marchait pas, mais on l'a traduit. Oui, par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, l'extinction des parcs la nuit, on a travaillé effectivement avec la police municipale sur un diagnostic de l'existant, et nous ne nous sommes pas interdits la réversibilité. C'est-à-dire que si l'on constate dans un an, hein, parce que là c'est très récent, si dans une année nous constatons qu'il y a une recrudescence des violences ou incivilités dans nos parcs, eh bien, on étudiera la possibilité de revenir en arrière. Mais sincèrement, nous sommes plutôt confiants. Nous sommes plutôt confiants, oui. Et pour aller dans ce sens-là, il y a 2 exemples qui ont très bien marché en France. La ville de Lille, dans le nord, et la ville de Rennes, en Bretagne aussi, qui ont réduit dans certains quartiers, voire totalement éteint la lumière dans certains quartiers la nuit, voire réduit dans certaines rues à certains moments de la nuit. Et ça marche pour l'instant très bien. Et il y a un truc qui est intéressant pour la biodiversité, c'est d'utiliser plutôt des lumières qui sont jaune-orange, des LED jaune-orange plutôt que du bleu. Et pour nous aussi, question santé, c'est pas top. Mafalda tinha uma pergunta, eu acho. Tem microfone, não? Boa tarde, Mafalda Sousa da Zero. Eu gostaria de perguntar se, após estas intervenções que foram feitas na cidade de Estrasburgo, e tendo em conta o contributo que estes espaços têm para mitigar as alterações climáticas, eu vinha perguntar se tem algum cálculo de quantas emissões puderam evitar com este trabalho. Non, mais je crois que nous en sommes qu'au début. Hein, calculer effectivement, avec des données chiffrées, les vertus écosystémiques de l'ensemble de ces mesures, nous allons devoir le faire. Mais pour l'instant, nous n'avons pas ces données. Moi, j'essaie de travailler, et on a eu des échanges là-dessus, hein, sur des pourcentages de canopées, et pour essayer de se fixer un pourcentage de canopée supérieur à l'existant. Donc on est au début de tout cela. Il va falloir effectivement qu'on aille vers plus de données scientifiques et d'outils aussi, hein, qui vont nous permettre de calculer tout cela. Oui. Je ne sais pas si vous parliez du CO2 qui est stocké. Ouais. Alors, mais c'est pareil, quand on lit la littérature scientifique, on trouve des chiffres très très variables sur le potentiel de stockage de carbone par les arbres, par les écosystèmes, donc c'est dur de quantifier ça de manière très robuste. Moi j'ai vu un travail de thèse qui est passé récemment en milieu urbain et qui montrait qu'on a tout intérêt à conserver les vieux arbres, qui sont ceux qui, dans le réseau racinaire, stockent le plus de carbone. Alors qu'on a souvent entendu planter des jeunes arbres pendant leur croissance pour qu'ils accumulent, c'est vrai, mais les vieux arbres sont ceux qui stockent le plus dans le sol, au niveau des racines. Donc il faut les conserver. Et sur l'évapotranspiration, le rafraîchissement, là ça dépend des espèces, mais ce sont aussi les arbres avec la plus grande canopée qui évapotransportent le plus. Temos tempo ainda para uma pergunta lá, sim. Bonjour. Donc j'aimerais savoir quels sont les moyens justement pour sensibiliser et mobiliser le plus de jeunes possible. Il y a plein de moyens différents. Hein. On a, par exemple, nous, à Strasbourg, un centre d'éducation à l'environnement qui est géré par une association et qui est subventionné par la ville et qui intervient auprès des publics scolaires. Donc, à peu près toutes les écoles de Strasbourg, toutes les classes des écoles de Strasbourg passent régulièrement par ce centre d'éducation à l'environnement, sur le terrain, dans les forêts, pour être sensibilisés largement. Et puis après, il y a plein d'actions de sensibilisation qui sont menées tant par le tissu associatif qu'en direct par nos services sur tous les enjeux liés à la question environnementale.
Oui, c'est une très bonne question. Nous, à tous nos événements, la plupart du temps, ce sont des adultes ou des personnes âgées qui viennent. Rarement des jeunes. Et la façon dont on a trouvé de faire venir plus de jeunes, c'est de faire des protocoles de sciences participatives, c'est-à-dire qu'on emmène soit les écoles, soit des jeunes à aller identifier des espèces sur le terrain. Et il y a notamment un protocole qui se fait avec appareil photo, qui s'appelle le suivi des pollinisateurs par photo. Et celui-là, il marche très bien auprès des jeunes. Et le deuxième, c'est d'organiser, maintenant on le fait régulièrement, des visites de terrain de projets innovants, par exemple des toitures végétalisées. Et ça plaît au jeune public d'aller sur un toit, de voir la verdure sur le toit, etc. Donc voilà, ça peut faire partie des outils pour mobiliser un peu plus les jeunes publics. Ok, eu acho que temos tempo para mais uma pergunta. E só para referir rapidamente que a ONG Biodiversity for All, e a Patrícia Thiago está aqui conosco, tem um aplicativo também para reconhecer variedades, né, espécies, né, dentro quando se fazem passeios, podem, a partir tirando uma foto, reconhecer qual é a espécie que você está vendo. É interessante. Posso fazer a pergunta? Sim. A minha pergunta é em relação aos novos desenvolvimentos, aos novos edifícios a serem construídos e a integração a nível da formação dos arquitetos num conceito de biomímica, de utilizar soluções mais sustentáveis. Dá-me a ideia que ainda é um bocadinho uma minoria e que pode-se fazer algumas ações mais a nível de compensar, fala-se muito na ecoeficiência, mas não tanto na integração da biodiversidade nas novas construções. Queria saber qual é a vossa opinion nesse aspecto. C'est une très bonne question. Nous, il est évident qu'on encourage d'abord la rénovation de l'existant avant la construction de bâtiments neufs. Donc on répète partout qu'il faut d'abord utiliser l'existant, les logements vacants. Il y a beaucoup de bureaux vides, de bâtiments vides en région parisienne, mais c'est pareil dans les autres villes. Et qu'il faut... Voilà. C'est vrai que moi, ça fait 10 ans que je travaille comme écologue. Et ça fait 5 ans qu'on arrive à remplir les formations pour les architectes. Avant, c'était plus difficile. Et maintenant, les architectes sont demandeurs, ils s'intéressent au biomimétisme, ils s'intéressent à la biodiversité. Et on arrive à remplir 25, 30 architectes ou grands cabinets d'architectes qui viennent et qui s'intéressent aux nouveaux projets. Donc voilà, ça bouge. Jamais assez vite, mais ça bouge. J'ai constaté la même chose aussi. Hein. C'est vrai qu'on a eu des modèles d'architecture sur les nouveaux bâtiments qui étaient très axés sur les performances thermiques. Hein, jusqu'à il y a peu de temps, c'était un peu l'objectif primordial. Et l'aspect paysager ou écologue, je ne sais pas comment vous l'appelez, était un peu le parent pauvre des programmes. Aujourd'hui, on sent qu'il commence à y avoir une prise de conscience dans la profession de l'importance du végétal et je m'en réjouis parce qu'il y a quand même eu quelques aberrations de fait au niveau des nouveaux programmes, y compris à Strasbourg malheureusement. Donc, Merci beaucoup. Je crois qu'on va s'arrêter là pour l'instant. On va faire une petite pause pour une pause café et on revient donc comme prévu sur le programme. On va la raccourcir un tout petit peu pour revenir et recommencer à 16h10. Donc on a une dizaine de minutes de pause et on revient avec les 3 intervenants prochains qui sont donc de l'Université de Lisbonne, de l'Agence française pour la biodiversité et de la Câmara municipal de Lisboa. À tout de suite.